Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 12 décembre. Bonjour Plantu, merci d'être avec nous ce matin, on est ravis de vous recevoir. Merci. Dessinateur, éditorialiste, en parcourant votre livre, c'est l'année de Plantu 2024, je crois que j'ai toute la collecte, ça a commencé en quelle année ? Oh, j'ai commencé en 75. Non, je n'étais pas née, donc voilà. Ça apparaît chez Calman Lévy. J'ai pensé à la chanson de Julien Clerc, écrite par Étienne Rodagil. À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Je lui ai dit à Julien Clerc. Et je me suis dit, à quoi sert un dessin s'il est désarmé ? Mais à quoi sert un dessin ? Point. Ouais. Non, mais... Parce que on a la même réaction, Julien Clerc et moi. C'est que lui, il chante. Ouais. Et des fois, il se dit, à quoi ça sert ? Et quand je fais mes dessins, par exemple, j'ai fait des dessins sur l'Afrique, les problèmes de l'Afrique dans les années 70, justement, en me disant, bon, quand la gauche arrivera au pouvoir, on aura réglé tout ça. Et puis la gauche est arrivée au pouvoir, on n'a rien réglé, et je me dis, bon, je ne sers à rien, mais le fait, par exemple, d'aller dans les écoles, où je me dis, tiens, au moins, ils sont 300, tiens, il y en a 2 là qui étaient un peu paumés comme moi quand j'avais leur âge. Je me dis, tiens, alors j'ai peut-être servi à ça, et leur dire, si tu as une passion, par exemple, peu importe que ce soit les filles, que ce soit la musique, le dessin ou autre chose, ou la poésie, vas-y. Ça ne veut pas dire que ça va être gagné d'avance, mais ça veut dire que s'il travaille, il a une passion, il peut aller très loin. Ouais. La préface de votre livre, donc c'est un livre qui passe, un album qui passe l'année en revue avec vos dessins, avec tous les sujets, les sujets d'actualité, Gaza, Israël, l'école, l'agriculture, les Jeux Olympiques. Mais la préface, elle est plus nostalgique ou plus, j'ai pas noté le mot exact, mais vous posez beaucoup de questions. Peut-on faire des dessins des dessins drôles tous les jours ? Comment raconter une dissolution inattendue ? Enfin, vous vous posez des questions sur le sens de ce que vous faites. Oui, parce que, évidemment, le bouquin, il commence par le 7 octobre. Alors, évidemment, on ne peut pas dire que ce soit possible de faire des dessins rigolos là-dessus. Quoique, moi, quand je vois des dessins sur Charlie Hebdo qui sont drôles, je me dis, tiens, je le ferai pas, mais moi, ça me fait rire, et c'est plutôt efficace, et ils ont raison de le faire. Pourquoi vous ne le feriez pas ? Parce que j'ai l'habitude de... comment vous dire, que quand j'ai un copain japonais, quand il y a eu le drame de Samuel Paty qui a été décapité, j'ai regardé son dessin qu'il avait publié dans l'Asahi Shimbun, le plus grand journal japonais. Il avait dessiné Macron en train de décorer un Samuel Paty décapité, donc sans tête. Et je lui ai téléphoné, je lui ai dit, mais il parle français. Et je lui ai dit, mais t'as pas eu des ennuis quand t'as... Et il comprenait même pas pourquoi je lui posais la question. Et en fait, je lui ai dit, mais tu vois, si moi je le fais, les gens pourraient comprendre que je me moque de la famille de Samuel Paty. Et moi, je suis dans mon registre où j'ai l'habitude, depuis 50 ans, au journal Le Monde, qui m'a formé, j'ai l'habitude de faire en sorte que mes dessins, ils aient une sorte d'empathie, a priori, sur les gens qui connaissent ou ne connaissent pas mes dessins. Pour Charlie Hebdo, c'est autre chose. Ils sont entre eux et ils disent, on va déconner sur des trucs qui nous plaisent. Et moi, je trouve ça tout à fait respectable. Moi, j'ai une autre proposition. Et je pense toujours, c'est pour ça que j'ai créé Cartooning for Peace, l'association avec Kofi Annan, c'est qu'on y rassemble des chrétiens, des juifs, des musulmans en disant... On se lâche, on se fait plaisir, on va jusqu'au bout, et à la fois on pense au gars ou à la fille qui a 10 000 km et qui peut penser qu'il y a une autre culture. Oui, mais alors Cartooning for Peace, il faut dire ce que c'est, cette association formidable qui rassemble, vous l'avez dit, des dessinateurs de presse du monde entier, avec des dessins très, 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 très durs parfois. Mais très violents, et d'ailleurs que moi-même, je me dis, mais pourquoi tu as fait ça ? Des fois, j'ai des copains qui dessinent des choses incroyables, qu'on défend, alors que moi, je leur dis très simplement, moi, j'aurais pas fait ça, mais moi, je te défends, parce que j'aime ton travail. Allez, on va passer au zapping. J'en oublierai presque le zapping. Quand on part, non, rien. Même pas bonjour, si, rien du tout. Non, mais pas du tout. Moi, je vais dire bonjour. Voilà, bonjour Gilles. Bonjour Gilles, merci pour le boulot que vous faites avec Valérie. Zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Vous êtes là des yeux que pour vous, je le sais, je ne suis pas jaloux. Avec, c'est une fois par an, genre, voilà. Avec la chute de Bachar el-Assad et la libération des prisonniers, on découvre qu'il y avait un nombre important de Français
libérés. Et désormais, dans les manifestations de joie en Syrie, il est courant d'entendre parler français. TF1 a enquêté sur place. Sujet étonnant. Des rebelles islamistes acclamés comme des héros dans cette ville syrienne. Dans la ville de Latakia, accueil de la part des civils, Allahu Akbar. Et qui parlent français. Ces documents sont dévoilés par Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Au point de la ville de Hama. Selon nos informations, une trentaine de Français sont des combattants du groupe islamiste HTS qui a renversé Bachar el-Assad. Même les chrétiens ils sont heureux. Même les chrétiens ils célèbrent. Avant cette conquête éclair, 116 djihadistes français étaient positionnés à Idlib, au nord-ouest du pays, bastion des rebelles. Une cinquantaine appartient à une brigade créée par Omar Homsen, un ancien braqueur niçois devenu recruteur de djihadistes. Certains Français de ce groupe, ou d'autres, sont parfois en Syrie depuis plus de 10 ans. Inquiet ou confiant? Confiant, non. Inquiet, bien sûr. Satisfait de voir une dictature de Bachar el-Assad et de son père, parce que moi j'ai fait des dessins sur le père, Oui. déjà depuis les années 70, qui était une horreur. Mais là, sur votre Facebook, vous avez fait un dernier dessin, j'ai vu, sur la chute. Sur la chute de Bachar, et j'imagine, bon, évidemment, j'imagine que c'est un délire. Hein. J'aime bien que le dessin soit aussi un délire. J'ai imaginé Poutine inaugurant une usine de sucettes à la place du Kremlin, et puis dans le même registre, les rebelles syriens en train d'inaugurer une place en l'honneur du féminisme, et on voit un gars qui élève une plaque comme ça, il y a marqué place Simone Veil à Damas. Et donc, on peut toujours rêver, mais je suis un peu perplexe, mais à la fois, laissons faire les choses. Moi, je n'attends pas grand-chose, mais à la fois, je suis le premier à accepter une belle surprise. Comme vos livres annuels sont des archives sur l'actualité, hein, si on va voir vos anciens livres, on redécouvre toute l'actualité de l'année qui s'est écoulée. Les archives télé, Valérie, sont implacables. Archives dans lesquelles on découvre quoi? Que la France Insoumise et le Rassemblement National ont quand même, à minima, copiné avec Bachar el-Assad. C'était dans Quotidien. Le problème avec les archives, c'est que ça colle aux chaussures comme de vieux chewing-gum, et que vous avez beau gratter comme ça sur le trottoir, ça reste coincé. Et il suffit de gratter un peu sous les chaussures et on trouve des super photos de vacances, notamment cette sortie scolaire en bus à Damas pour aller papoter avec Bachar el-Assad. Et sur les photos, nous reconnaissons plusieurs hommes et femmes politiques qu'on continue à voir actuellement. Alors au pif, on reconnaît la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. On reconnaît aussi une salariée de CNews, Charlotte Dornelas. En gros, on tombe sur plein de photos souvenirs avec plein de têtes connues qui ressortent. Incroyable, hein? Oui et non. Bachar el-Assad, il a été aussi reçu en France. Il a été invité au 14 juillet. Ouais, donc c'est aussi facile de faire une relecture, une relecture de l'histoire. Hein. Mais pour être très honnête, bien entendu que on sait depuis longtemps que c'est un dictateur, un boucher. Mais à la fois, je me souviens d'une photo de Bachar avec sa femme à la coupole. Ouais. Et à la fois, à ce moment-là, on se disait « Ah, il se passe quelque chose ». Je vous le dis parce que j'ai un copain. C'est pour ça qu'il faut toujours interroger les dessinateurs de presse dans un pays pour savoir ce qui se passe. Et Ali Ferzat était un dessinateur qui avait combattu le père Hafez el-Assad. Enfin, le père de Bachar. Le père de Bachar, qui s'appelle Hafez el-Assad, qui était un tortionnaire déjà. Et Ali Ferzat, le dessinateur, il fait une expo à Damas. Il faisait gaffe, hein. Je l'ai rencontré et il faisait gaffe. Mais à la fois, il fait une expo. Qui voit arriver un ORL très connu à l'époque, qui s'appelle Bachar el-Assad, qui n'était pas encore le président, mais c'est le fils de Hafez el-Assad qui vient voir son expo. Et il l'invite plusieurs fois au palais. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, c'est pour ça que je pense aussi à ce qui se passe en ce moment à Damas, on ne sait jamais. Il y a eu un espoir, et puis il y a eu un espoir. Et puis pouvoir lui monter à la tête. Il a pu dessiner malgré tout, c'est intéressant de parler de ça. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti. On l'a défendu, Cartooning for Peace l'a défendu avec, je vous le dis en passant, on oublie toujours qu'on a une ambassadrice des droits de l'homme à Paris, et je peux vous dire que quand on la dérange, elle sait pourquoi on la dérange, pas pour n'importe quoi. Et donc quand on la dérange, ou quand on va déranger les ambassadeurs de tel ou tel pays, ils font le boulot, et je les remercie parce que, alors, on a réussi à sortir Ali Ferzat, et maintenant il est au Koweït.
Ouais. Et il y en a d'autres dessinateurs syriens que vous avez rencontrés? Alors, j'ai mis d'ailleurs sur... alors, c'est très intéressant. Il y a une fille que je connais depuis 2 ans, mais pas personnellement, mais on avait fait les vidéos, on s'est beaucoup parlé tous les deux. Elle s'appelle Amani. Et Amani, elle est justement d'Idlib, justement la région où est le nouveau dirigeant actuel à Damas. Et donc, je prends mon temps, hein, je lui dis envoie-moi tes dessins. Donc elle m'a envoyé des dessins anti-Bachar, normal, mais j'attends encore quelques semaines et je vais lui demander, je prends mon temps parce que j'aime ces relations avec ces dessinateurs qui sont, eux, dans le feu de l'action. Hein. Quand ils font quelque chose, il y a des terroristes qui sont à 50 mètres de chez eux. Hein. Moi, j'ai des amis en Jordanie, ils font très gaffe parce que le djihad, ils sont en bas de l'immeuble. Et en Algérie, pardon. Oui. Et j'attends qu'elle me montre les dessins qu'elle fera dans 6 mois avec les nouveaux dirigeants. En Algérie. En Algérie, c'est toujours... faut toujours savoir avec qui on parle. Et il y a Slim qui est ou Dilem, Slim et Dilem qui racontent un peu leur manière de vivre la dictature nouvelle en Algérie, parce que c'est quand même pas... et ils arrivent à se moquer. Mais c'est très casse-gueule. Ouais. L'Algérie, c'est pas une démocratie, et là, on le sait avec Boualem Sansal. Valérie, je vous propose de faire une petite coupure pub et je continue le zapping après parce qu'on a pris un peu de retard. On marque une pause. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Allez, on termine... non, il y a un petit bug. On est dans le supplément. On est avec Plantu, notre invité aujourd'hui. Excellent cadeau de Noël si vous n'avez pas d'idée. Merci qui avec un Emmanuel Macron qui veut se faire exploser avec l'Assemblée nationale en ceinture d'explosifs. Ça paraît chez Kalman Levy Graphique et on va en parler avec vous dans un instant. Plantu, on finit le zapping? Oui, parce qu'on avait des choses à dire quand même. Et puis je suis sûr que ça va vous intéresser. Les agriculteurs sont en colère et les opérations coup de poing continuent. Et hier, des agriculteurs du Lot-et-Garonne se sont arrêtés dans un magasin Auchan et ils ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont été dans tous les rayons et ils ont enlevé tout ce qui n'était pas français. Il restait presque rien. Tous les produits qui sont interdits en France depuis 20 ans, mais ils sont là dans les tomates. C'est une honte, c'est un scandale. C'est les tomates qui viennent d'où, monsieur? Du Maroc. Voilà, ça aussi, allez. Le bon Paris, ça donne bien. C'est allemand, fabriqué. Mais c'est fabriqué en France quand même. C'est de riz. Alors moi j'ai rien contre ces produits, mais on ne nous autorise pas ici en France à les réaliser de la même façon. Donc on appelle ça purement et simplement de la concurrence déloyale. Faute de gouvernement, nous, la pression est mise sur les acteurs privés. On est bien sûr, et à l'approche de Noël, avec la consommation alimentaire qui sera forcément forte, on encourage tous les Français à consommer le plus possible français et pour soutenir les quelques agriculteurs qui vont essayer de survivre. Voilà, il y a tout un chapitre, agriculteurs en colère, dans votre livre, avec des dessins très forts. Merci. Celui-ci en particulier d'un agriculteur qui est monté. C'est la force du dessin. C'est cet agriculteur qui monte sur un tabouret, qui est en train de se passer une corde au cou. Et il y a un petit homme gris, vraisemblablement de la Commission européenne, qui vient, qui dit la corde, elle est le tabouret. Ils sont pas non plus aux normes européennes. C'est grinçant, c'est drôle et ça dit tout. Et puis ça défend les agriculteurs parce que en fait, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, quand il y a des drames, on peut pas rigoler. Et là, je me suis permis, vous voyez, de faire un petit pas de côté, mais je me rends compte que toutes les expos que je fais un peu partout en France, de plus en plus, on me demande un chapitre agriculture. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais à Mornan, à côté de Lyon. Ils ont mis des dessins sur l'agriculture un peu partout dans la ville. Vous les comprenez, ce genre d'opération où on montre à quel point on est envahi par des produits qui contiennent des produits non autorisés? Je comprends les agriculteurs qui sont au bout du rouleau, et je vous laisse citer ce dessin avec une femme qui est avec son caddie, filmé par une caméra qui a une petite larme. Elle dit: nous sommes tous avec les agriculteurs, et derrière il y a le mari avec le petit garçon qui dit: vite, le poulet à 3,50 € et le poulet aux hormones du Chili. Voilà. Donc et on est tous à aimer les agriculteurs, et à la fois les agriculteurs sont aimés par des Français qui des fois aussi
ne sont pas très regardants sur l'origine des produits. Et c'est vrai que quand on leur dit de ne pas mettre d'OGM, de ne pas mettre tel ou tel pesticide, alors qu'on importe de la viande ou des céréales qui sont polluées, on se dit, bah oui, mais c'est sur le même magasin et ils sont à côté. Ouais. Alors évidemment, ils sont plus chers. Vous avez entendu l'agriculteur du reportage qui disait, dans cette tomate, il y a 11 produits interdits en France. Ouais. Et ce dessin très beau aussi d'un couple d'agriculteurs qui regarde Emmanuel Macron qui brandit des accords entre la France des accords européens et français. Il n'y a pas de labour, il n'y a que des preuves de labour. Ça, c'est joli. Des fois, vous savez, je me lance là-dedans, je me dis bon, je vais le faire, on verra bien. Ouais. Et des fois, vraiment, je me dis tiens, j'ai bien fait de le faire, mais la vie du dessin, c'est le dérapage. Ouais. Et je veux, quand je vais dans les écoles, je leur dis les enfants, dessinez tout ce que vous voulez, même si c'est impubliable, allez jusqu'au bout, parce que le dessin publié à la fin, c'est l'enfant de dessins impubliables. Alors votre livre, c'est le cadeau de Noël idéal, c'est bientôt Noël, et donc on entend partout, je ne sais pas si vous l'avez déjà caricaturé, Maria Carey, on entend la chanson. Oh, que j'aimerais bien, mais j'ai pas assez de place dans ma feuille. Oh, c'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est très joli. Et on l'entend partout. Mais alors, c'est Noël. Alors je vais vous offrir une version courte, mais bien franchouillard, une version qui a été faite avec je ne sais pas si vous avez vu ça, avec des bouchons de bouteilles de vin. Voici la chanson de Maria Carey avec des bouchons de bouteilles de vin. C'est rigolo, c'est parfait. Mais voilà, c'est franchouillard. Mais je veux vous dire, j'aime beaucoup la chanson de Maria Carey. Oui, elle est sympa. Et il paraît qu'elle est très ancienne, hein, c'est ça? Ouais. Ah oui, incroyable. Et il y a aujourd'hui les 40 ans de la chanson All I Want For... non, c'est pas celle-là, celle de George Michael. Ah bon mais oui, Jésus, avec Jésus, c'est pas ça? Non. All I Want Christmas. C'est quoi celle de Wham, son tube de Noël? Last Christmas. 40 ans aujourd'hui. Je l'ai mis la dernière fois. Ben oui, mais aujourd'hui, il y a l'interview dans Le Parisien de son ex-comparse de Wham qui parle de sa mort et qui explique effectivement qu'il n'était pas très sûr de lui. Et c'est les 40 ans de la chanson. Bon, bah tant pis. Voilà. Moi, je continue mon calendrier de l'Avent de Valérie Expert. Oh, moi, je ne crois pas. La case 12. Et derrière, je vous ai mis un live d'Eddie Mitchell. Je sais que vous aimez bien. C'était dans un C'est à vous. Je n'avais pas eu l'occasion de diffuser. Donc, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Un décapotable Pontiac, le ruban de l'asphalte, l'ange l'épaule, elle a posé sa tête sur mon épaule. Il va bientôt sortir sa bio, son absolument. Histoire. Joli album. À la fin de votre album, vous, Plantu, il y a ces hommages Alain Delon, ceux qui nous ont quittés cette année, et Françoise Hardy avec un très beau dessin. Ça vous prend beaucoup de temps pour faire ces dessins-là? Oui, c'est les plus durs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a Bernard Pivot, il y a... Ouais. On est vraiment dans l'hommage, et donc je me dis, mais j'aime cette personne, et je la regrette, et je veux y passer de l'amour. Ce qui fait que je prends tout mon temps. C'est le gros avantage que j'ai dans mes dessins aujourd'hui, c'est que je prends les photos, évidemment, de Françoise Hardy, et puis je superpose des brouillons, jusqu'à temps que je sois en accord avec l'émotion de départ et mon dessin final. Et donc ça prend du temps. Et très beau portrait de Robert Badinter également. Robert Badinter, j'en parlais avec Elisabeth Badinter, qui d'ailleurs, très gentiment, m'a invité il n'y a pas longtemps, et elle me demande de venir avec moi dans les écoles. Bah oui. Comment ça se passe dans les écoles? Juste sur cette thématique, est-ce que vous auriez imaginé votre dernier dessin avant de votre départ qu'on diffuserait une fois que vous seriez parti? Est-ce que c'est quelque chose? Qu'est-ce que vous entendez par partir? Parce que j'ai fait un dernier dessin dans le monde. Un dernier dessin que vous imaginez qu'on publierait le jour de votre disparition en disant je veux que ça soit mon dernier dessin. Alors j'ai même mieux que ça. Vous voyez, mais mes enfants... c'est dérangeant de poser ce genre de questions, vous imaginez. Mais comme Valérie était sur les disparitions... Mais qu'est-ce que peut être dérangeant pour un dessinateur de presse, un caricaturiste? Je veux dire, il doit être dérangé par rien. Vous mettez ce dessin au coffre. Alors j'ai mieux que ça. Et j'ai 4 enfants. Et mes 4 enfants me disent, papa, n'imagine pas ce que tu as imaginé. Et mon idée, c'est d'imaginer un cercueil dans lequel je serais, qui serait moucheté vert et noir, vous savez, comme les cartons à dessin,
Mais je veux qu'il y ait mes propres chaussures avec des faux pieds qui dépassent du cercueil et qu'on puisse dire ah bah c'était un grand dessinateur puisque ça dépasse du cercueil. Et mes enfants m'ont dit écoute papa c'est nul, arrête avec ça, on le fera pas. Voilà, comme ça c'est réglé. Il y a des dessins. Et il y a un dessinateur qui au Père-Lachaise, j'aime bien il y a marqué sur sa tombe, il y a marqué je vous avais bien dit que j'étais malade. Oui, j'adore. Il y a Tinius aussi, il y a un monument, je crois, il y a une sculpture qui a été faite sur sa tombe et tous les dessinateurs de Charlie ont signé sur son cercueil. Quelque chose puisque j'étais à son enterrement. Et il y a aussi la sculpture qui est devant la tombe de Ciné où c'est un cactus. On dit pourquoi un cactus ? En fait, c'est un cactus qui fait un doigt un peu curieux. Mais c'est subtil, parce que le directeur quand même du cimetière avait envie quand même, bon d'accord, hommage, d'accord, ciné, mais bon, que ce soit pas trop visible non plus. Mais carton à dessin, c'est pas mal, je trouve. Ah moi, dites-le à mes enfants, ils sont pas d'accord. Et on peut penser à Wolinski aussi, dont le dernier dessin, qui a été retrouvé sur sa table de dessin, était lui montant au ciel. Ah bon ? Je savais pas. Ah si. Il y avait son âme qui montait au ciel. C'était assez troublant. J'adorais Wolinski. Et d'ailleurs, son épouse, Maryse, m'avait dit, mais tu sais, il attendait que tu lui demandes de faire partie de Cartooning for Peace. Je dis, mais attends, il est tellement immense. Je n'ai pas besoin. Enfin, je veux dire, il avait qu'à claquer des doigts, il aurait fait partie de l'équipe. Ben oui, mais il était très, très humble. Et pudique. Alors, comment on choisit les dessins, les thématiques ? Parce que vous commencez avec Gaza-Israël. Après, évidemment, sont les sujets. Mais comment vous avez choisi ces dessins ? Parce que vous vous continuez à dessiner tous les jours, on vous suit sur les réseaux. Hier, j'en ai fait 3. Ouais. Il faudrait presque poser cette question à ma poubelle, parce que ma poubelle est remplie de dessins nuls, impubliables, moches, ratés. Et puis, au bout d'un certain temps, vous voyez, quand je fais un dessin sur la laïcité qui est dans le bouquin, avec Marianne avec son parapluie, liberté, égalité, laïcité, et puis elle protège. Alors le dessin est tout simple, hein. On y dessine quoi ? Elle protège quoi ? Une église, une mosquée, une synagogue, et à la fois le dessin, il est tellement simple, je me dis c'est la base, puisqu'on parle beaucoup de pourquoi je vais dans les écoles, c'est pour parler de la laïcité, et en fait je me rends compte que ce dessin il est hyper demandé, et donc je me dis voilà, c'est un peu le suffrage de tout le monde qui fait qu'au bout d'un certain temps c'est ces dessins là qui tiennent la corde et que finalement je mets dans le bouquin. Gilles ? Oui, moi je voulais dire, quand on dessine sur ce qui se passe au 7 octobre, est-ce qu'on prend parti ou pas et comment on fait ? Et puis moi, je me souviens des dessins que vous aviez fait des anciens dirigeants, évidemment en Palestine. Donc, est-ce que vous avez été voir vos anciens dessins ? Toujours. C'est-à-dire que je les ai tous en tête. Et vous en avez remis d'ailleurs. Et j'en ai remis dans le bouquin parce qu'il faut faire un petit flashback. Alors c'est avec un petit peu de sépia pour montrer que c'est du temps passé. Et à la fois, je vais vous dire, j'ai adoré les rencontres qui me sont tombées dessus de Yasser Arafat et Shimon Peres. Et en fait, Shimon Peres, j'aimais beaucoup les deux. J'aimais Arafat et j'aimais Peres, pour lequel j'avais beaucoup d'espoir. Et en fait, il s'est un peu foutu de moi parce que j'ai toujours du respect pour Shimon Peres, mais à la fois, faut quand même pas oublier que quand je l'ai rencontré, quand il était ministre des Affaires étrangères, puis plus tard, quand il était président d'Israël à Jérusalem. Mais depuis que je l'ai quitté, je m'étais moqué de lui pour les implantations dans les colonies en Cisjordanie. Mais depuis que je l'ai quitté, il y a eu 500 000 nouveaux colons en Cisjordanie. Et je veux dire, là, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, je suis toujours en lien avec mes copains israéliens, palestiniens, pour leur dire comment on construit un Proche-Orient pacifié. À un moment, Yasser Arafat voulait vraiment la paix. Vraiment. Oui. Non. Alors, Valérie, je crois réellement. Il m'a même dit, mais si vous voulez que je sois à poil, même les policiers, si vous voulez qu'ils soient à poil, sans policiers, sans armes sur le côté, je serais d'accord. Non, il y a cru, et quand je l'ai vu quelques mois avant sa mort, en 2004, c'était quelques mois avant, vous savez, il est venu m'embrasser, on s'était rencontrés, on se connaissait depuis 20 ans, il est venu m'embrasser, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait là ? Et il m'a dit, aidez-moi à sortir d'ici, je voudrais aller en France.
Ouais. Et moi, je me suis dit, attends, je suis dessinateur, je suis pas ambassadeur. Ouais. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit délire d'un monsieur qui est fatigué. Non, il voulait partir parce qu'il savait qu'il était menacé par ses petits camarades. Il y a un dessin, moi, qui m'a interpellé. C'est le but aussi et le rôle du dessin. C'est celui de Netanyahou à côté du chef du Hamas. Et ils sont bras dessus, bras dessous en disant la religion, ça rassemble. Ben voilà. Mais de mettre Netanyahou sur le même plan que le Hamas, ça vous pose pas... Non, je suis dans la caricature. Je ne suis pas l'ONU. Ouais. L'ONU, est-ce qu'on peut se poser la question sur l'ONU? Je suis caricaturiste. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se battre pour ça. C'est-à-dire qu'une colombe que j'ai mis dans le bouquin, une colombe chef d'orchestre, parce que pourquoi je l'ai fait cette colombe? C'est que c'est un orchestre, puis un autre orchestre, qui m'ont demandé en janvier dernier de faire une affiche pour la paix au Proche-Orient. Et en fait, j'ai fait un Palestinien avec un violon palestinien, avec l'archet, avec le drapeau, et puis un Israélien avec l'archet du drapeau israélien. Et ils n'en ont pas voulu. Pourquoi? Parce que il y avait le drapeau israélien. Et en fait, et j'ai eu un autre orchestre qui m'a demandé la même chose, qui a refusé aussi. Et en fait, c'est parce que c'est des gens qui disent vouloir la paix au Proche-Orient sans Israël. Et moi, là-dessus, je suis vraiment... Vous me demandez, est-ce qu'on a toujours ces convictions? Je ne lâche rien. Je suis convaincu tout le temps. Et s'il s'agit de pleurer pour les victimes du pogrom du 7 octobre, je serai là. Et s'il s'agit de pleurer sur les victimes des 45 000 morts à Gaza, je serai là. Cela dit, si c'est pour me faire dire que j'aime Netanyahou, j'aime le Hamas, non. Je les combats tous les deux. 45 000 morts, ce sont les chiffres du Hamas. Hein. Alors, il y a un débat là-dessus. Alors, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, Valérie, de me reprendre là-dessus. Pensez bien que avant vous, j'ai passé mon temps à vérifier, à revérifier. Et quand... Vous voyez, quand je fais gaffe, quand je vous dis 500 000 colons qui sont allés en Cisjordanie, il y a plusieurs intellectuels qui me disent « Arrête de dire 500 000, c'est 700 000 ». Vous voyez? C'est-à-dire que moi, j'essaie d'utiliser les chiffres les plus... et je pense que malheureusement, à force de poser la question à des journalistes qui, eux, sont sur le terrain, je pense que malheureusement, c'est bien 45 000 morts à Gaza. On se retrouve dans un instant avec vous, Plantu, pour parler de cette année, évidemment, de la politique française et de vos têtes de Turcs, comme Mathilde Panot. Oh, elle est facile, je lui dois de l'argent à celle-là. Ah bon? Oui, bah oui. Ah ouais. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Plantu, l'année de Plantu 2024, l'album qui paraît chaque année au mois de décembre, la revue de tous vos dessins de cette année. Merci qui, avec Emmanuel Macron en couverture. C'était assez... Enfin, il y a eu la dissolution, mais là, plus que jamais, je crois que le dessin est d'actualité. Je me suis dit, c'est incroyable. Donc, on a un Macron, évidemment, on fait de la radio, c'est pas évident de montrer les dessins, mais il a une ceinture d'explosifs qui sont les bâtons d'explosifs, sont les colonnes de l'Assemblée nationale. Elle a tout compris. Comment ça vous est venu, ça? Oh bah alors là, vous savez, quand on pense en images, ce qui est très fatigant. Et voyez, par exemple, je me souviens que quand je vous ai rencontré plusieurs fois, une fois, il était avec Cabu, qui arrivait à vous dessiner merveilleusement. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de la tendresse, et à la fois, c'est de la caricature aussi. Et moi, je suis un besogneux et j'avais pas cette facilité-là. Mais à la fois, comment ça me vient? Ça me vient parce que on se dit, tiens, Assemblée nationale, et puis les colonnes de l'Assemblée nationale, on pourrait les mettre autour de la table. Ah ben voilà, bâton de dynamite, bleu, rouge, comme ça, clic, clic, et puis il fait tout exploser. D'ailleurs, j'ai rencontré Macron et je lui ai raconté la couverture du prochain bouquin. Je l'ai rencontré il y a 2 mois. Et bon, il était un peu perplexe. Ah bon? Il n'était pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon. Pourquoi il n'a pas Dieu? Je ne suis pas chargé. Alors, juste très bonne question, mais vraiment, Valérie, je ne sais pas. Où va-t-elle? Je suis habité par une phrase que me disait, je le dis parce que tous ceux qui veulent dessiner, qui sont vos auditeurs, vos auditrices, il y a une phrase que me disait mon prof de dessin au lycée Henri IV. Il me disait, les Grecs disaient rien de trop. Et rien de trop
est une phrase qui m'accompagne tout le temps. Et des fois, c'est peut-être pas la peine de rajouter des tas de détails, des choses comme ça. Et d'ailleurs, dans le bouquin, quand vous regardez la couverture, que vous regardez au dos de la couverture, c'est génial. La première couverture, vous avez la suite du dessin, et qui a été très fouillée avec plein de détails. Et je me suis dit, non, je veux pas trop de détails, je veux que ce soit pur. Sobre comme ça, c'est effectivement l'autre, la contre-couverture, le rabat. Très exactement. Autour, il y a des députés qui sont qui s'écharpent avec des couteaux qui sont explosés dans tous les sens. Et là, il y a plein de détails. Et je me suis dit non, pour la couverture, je veux que ce soit un petit peu subtil. Ça claque. Hein, on sent que ça va claquer, mais rien de trop. C'est ce que disaient les Grecs. J'ai jamais fait de grec, moi. C'est ce que me disait mon prof. Alors si vous êtes en caricature, plutôt pas mal. Rachida Dati, Marine Le Pen. Ça va, c'est sympa à dessiner. Et alors, j'ai vu, ça y est, j'ai oublié le... Mathilde Panot. Non, oui, il y a Mathilde Panot, et puis j'ai un trou de mémoire. Aubry. Oui. Voilà. Manon Aubry. Alors hier soir, il se trouve que je regarde la télé, elle y était, et je ne vois plus que ses dents maintenant. Mais non, mais c'est mignon. Non, mais elle est très mignonne. Je l'ai fait. Vous voyez, c'est pas facile de faire le dessin parce que je lui ai fait des petites dents de petit lapin parce qu'elle a des dents de petit lapin. Elle a des dents de petit lapin, mais comme Gabriel Attal, hein. Exactement. Voilà. Mais elle, ça mange pas les mêmes carottes. Non, mais je ne serai pas là-dedans. Je sens que ça va déraper. Rien entendu. Mais pour Aubry, Manon Aubry, quand elle parle, on les sent, les dents de petit lapin. Elle a quelque chose de... Elle zozote comme un petit lapin. Et en plus, elle a des cheveux comme une petite égyptienne avec un petit escalier. C'est-à-dire que quand il y a Rima Hassan qui a grimpé, qui a fait toute la campagne européenne, on croyait qu'on allait parler de l'Europe. En fait, on a parlé que de Palestine. Et en fait, je me suis dit, mais comme elle a une tête de pyramide, Manon Aubry, je me suis dit, je vais faire un triangle, avec ses petites dents de lapin, mais un petit triangle sur lequel grimpe Rima Hassan. Est-ce qu'un dessin peut changer le monde? Je fais comme si. Voilà. Et ça, c'est une phrase que j'adore utiliser dans ma tête. Je vais faire comme si je servais à quelque chose. Peut-être, on ne sait jamais. Parce que vous posez cette question, hein, on peut s'interroger sur le rôle du dessinateur. A-t-il vraiment son mot à dire? N'y a-t-il pas une indécence à mettre son grain de sel sur tous les sujets? L'artiste est d'abord un citoyen, c'est ce que vous dites. Je me souviens qu'au tout début de... 72, 73, 74, il y avait un gars que j'aimais beaucoup au monde qui me dit, comme ça, tu fais des dessins comme ça sur le Vietnam, toi le Vietnam, la guerre au Vietnam, toi tu es peinard à Paris, tu fais des dessins. Et je me suis dit, il faut accepter une part d'indécence dans l'artiste, chez l'artiste. Quand Picasso, il fait Guernica, il n'est pas sous les bombes à Guernica. Il fait Guernica, et puis il y a une photographe qui le prend en photo de Ramar. Elle dit, mais pourquoi tu dessines les yeux comme ça? C'est un délire d'artiste. Et puis après, on se dit, tiens, finalement, ça servait à quelque chose. Moi, j'ai regardé un peu vos autres années, tout ce qui a été fait. Je suis remonté assez loin pour préparer l'émission. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que, évidemment, avec les chaînes info et la surinformation des réseaux sociaux, on a l'impression que le monde est bouillonnant et qu'il va exploser à tout moment. Mais en fait, vous avez fait plein de dessins de guerre dans le monde entier et de dirigeants. Est-ce que vous, avec tout le passé que vous avez, en fait, il n'est pas si bouillonnant que ça. Il a tout. Si. Il est très, très bouillonnant. Très bouillonnant. Il est très bouillonnant, comme jamais. En 79, Giscard a présenté ses vœux et on était à la veille peut-être d'une guerre mondiale parce qu'il y avait eu l'état de guerre en Pologne et puis on ajustait les SS-20, les Pershing, l'un contre l'autre, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et ma marraine, que j'adorais, elle m'a téléphoné en pleurant. Au moment des vœux, le 1er janvier, et elle me dit, tu crois qu'il va y avoir la guerre? Et moi, j'étais ébranlé parce qu'on ne savait pas si ça allait pas basculer. Aujourd'hui, je pense que on peut encore plus basculer aujourd'hui. Et là où je suis, moi, vous voyez régulièrement et très gentiment, et vous me recevez ici à Sud Radio, et je vous remercie. Seulement, moi, je vous ai toujours dit que je vais dans les écoles et je vois bien la montée de l'antisémitisme. Jamais j'aurais imaginé que le 7 octobre dernier, il y aurait tant de gens pour dire c'est bien fait, ils l'ont cherché et c'est bien fait et moi j'appuie le terrorisme et là j'étais surpris qu'il y ait autant de convictions de gens qui finalement, sans se rendre compte, au nom de l'antisionisme, étaient tout simplement antisémites. Oui.
Et comment vous abordez le sujet dans les écoles, justement? Très simplement. Alors là, Ouais, vraiment, j'y vais et vraiment, je me lâche à dire exactement ce que je pense et je me débrouille toujours quand même, parce qu'il y a toujours un paquet cadeau à préparer. C'est-à-dire que je leur montre à quel point je me moque de toutes les religions et de pas toutes les croyances, parce que les croyances, c'est pas mon boulot. Moi, je suis dessinateur politique, mais les religions, la manière de quand un imam en haut de son minaret dit, depuis son minaret, dit les filles vont être transformées en cochons si elles chantent, ça c'est mon boulot. Je parle pas de Mahomet, je vous parle d'un connard qui est en haut du minaret qui dit des bêtises. Quand un évêque viole un enfant dans la sacristie, c'est mon boulot. Et quand un Israélien envahit un pays, je fais un dessin je critique Netanyahou. Alors évidemment, on va me dire, ah oui, mais c'est antisémite. Non, attends, regarde. C'est un dessin contre l'armée israélienne ou contre le pouvoir israélien. Ce soir à 18h, est-ce que vous avez dessiné notre nouveau Premier ministre qui devrait être annoncé? Vous espérez que ce sera en termes de dessin, on parle. Mais est-ce que ça sera, comment dire, une pulsion que vous ne pourrez pas réprouver? Exactement. Exactement, quand le nom sera donné. Pas mon plaisir que j'ai à regarder l'image. Et donc, si on me dit ce Bayrou, bon, c'est facile. Il y a un petit avec ses Bayrou grandes oreilles. Voilà. Et puis un petit nez légèrement en trompette. Et puis quand même un menton qui prend de l'importance avec le temps, mais ça, c'est pas de sa faute. Et avec des cheveux improbables. Et il est sympa à dessiner, des lèvres un petit peu marquées. Pour un homme, c'est rare. Et donc, voilà. Et des grandes oreilles. Si c'est Cazeneuve, c'est plus compliqué. Alors, il fait la gueule, mais c'est pas grave. C'est ce serait un Premier ministre bougon qui a fait au moment des attentats de 2015, qui a été tout à fait à la hauteur. Vous voyez, moi je suis preneur et je vais vous le dire, je vous l'ai déjà dit, je suis amoureux des femmes et des hommes politiques. Et donc je les défends, tout en, évidemment, mon boulot c'est de les décevoir tous. Mais à la fois, j'aime leur boulot et dans une autre vie, je ferai de la politique. Ah bon? Ah oui. J'adore ça. J'ai du respect pour la vie politique. Maire, ministre. Vous avez vu que 68% des Français ne font plus confiance aux politiques. Alors ça, c'est une très bonne question, Valérie. Elle ne fait, mais vraiment, merci Gilles. Merci Valérie. Vous posez que des bonnes questions. C'est gentil. Et je sais la réponse. Alors, oui, la réponse c'est quoi? Eh ben, c'est faux. Et je les crois sincères. Ils aiment leur mère. Évidemment. Et ils en meurent d'envie. Bien sûr. De faire de la politique. Or, quand on entend un micro, ils disent c'est que des pourris, c'est que des connards. Et ça, c'est pas vrai. Mais moi, je respecte ces deux. C'est comme quand je vais dans les écoles et que je suis suivi par une caméra de France 3 et tout de suite, dans un premier temps, oh non, pas d'image, on veut pas passer à la télé, que chez les médias, d'ailleurs, ils disent merdia souvent, c'est très agréable. Et à la fois, ils en meurent d'envie de passer à la télé. C'est-à-dire que c'est un double langage. Ah oui, il y a 66 000 sélectionneurs, 66 000 premiers ministres. Exactement. Exactement. On parle toujours de Macron qui dit toujours en même temps, mais les Français font du en même temps tout le temps. Barnier, vous l'aimiez pas trop en dessin, c'est parce que j'ai pas eu le temps de progresser, mais non. Il y a un Trump, moi que j'aime beaucoup parce que les cheveux il est facile. Il est hyper facile. Il est grotesque. Alors c'est marrant parce que vous voyez, les grotesques, je leur dois de l'argent comme Mathilde Panot, c'est une grotesque aussi. Et quand ils sont grossiers, qui disent des énormités, c'est le cas de Mathilde Panot, c'est le cas de Trump. Je me dis mais c'est là où je suis désarçonné. Et c'est là, le bouquin, il raconte comment, quand on dit n'importe quoi, quand on fait le buzz, c'est ça qui l'emporte. Alors que moi, je pensais, quand on disait les Haïtiens, ils vont bouffer des chats ou des chiens, je me disais, les gens vont balayer. Non, ils disent non, je suis preneur, ça m'intéresse. Je sais que c'est faux ce qu'il dit, mais je vais voter pour lui. Et quand Mathilde Panot, elle dit des horreurs, des grossièretés, et je me dis, mince, elle pourrait l'emporter avec ses grossièretés, vous voyez ? Et puis très beau dessin sur les Jeux Olympiques également, avec un Léon Marchand auréolé, tel un saint pratiquement. Oui, et puis alors vous voyez, très dur à dessiner, il est beau gosse. Il est beau gosse, il a un beau corps. Et j'ai quand même pris du temps à le dessiner et de dire à quel point il est beau gosse. Merci infiniment Plantu d'avoir été avec nous. L'année de Plantu 2024, un plaisir, un vrai plaisir à parcourir. Merci avec cet Emmanuel Macron qui est sur le point de se faire exploser. Merci merci Valérie, merci Gilles. Merci Plantu. Tout de suite les débats sur Sud Radio. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord.